bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, visite aux Émirats Arabes Unis du ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikh Bakary Adjadi, reçu par son Altesse Cheikh Abdullah bin Saïd Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont discuté de la coopération bilatérale. Quelle est la contribution des hommes des médias dans la lutte contre la menace terroriste? La question a fait objet d'échanges entre personnalités des forces armées béninoises et journalistes. La causerie débat s'est déroulée hier à l'état-major général à Cotonou. Et puis hors de nos frontières au Mali, les partis politiques s'impatientent de la longueur de la transition. Plusieurs d'entre eux réclament la présentation d'un calendrier électoral avant le 31 mars 2025. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, en visite aux Émirats Arabes Unis, le ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikh Bakary Adjadi, a été reçu hier par son Altesse Cheikh Abdullah bin Saïd Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Lors de la réunion qui s'est tenue à Abu Dhabi, les deux chefs de diplomatie ont discuté des relations bilatérales. Ils ont également exploré les possibilités de renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment le développement, l'économie, le commerce et l'investissement. Son Altesse Cheikh Abdullah bin Saïd Al Nahyan a souligné l'engagement des Émirats Arabes Unis à exploiter toutes les opportunités disponibles pour renforcer la coopération productive avec le Bénin et d'autres nations africaines amies afin de promouvoir la prospérité et le bien-être de leur peuple. Les deux ministres ont également échangé leur point de vue sur les développements régionaux et mondiaux actuels. Le rôle des médias dans la lutte contre la menace terroriste au Bénin était au cœur d'une causerie débat dans la matinée de ce vendredi. La rencontre s'est déroulée à l'état-major général à Cotonou. Elle a réuni les professionnels des médias, personnalités des forces armées béninoises et d'autres acteurs. Axé autour du thème « Rôle et responsabilités des médias dans le contexte de lutte contre la menace terroriste au Bénin », la causerie débat de ce vendredi a permis aux acteurs présents d'échanger sur différents aspects de cette lutte. Dans une présentation assez détaillée, le porte-parole des forces armées béninoises est revenu sur les actions menées pour maîtriser le mal. Le lieutenant-colonel Ebenezer Ronfoga a profité pour faire la lumière sur les conditions alimentaires et sanitaires des soldats au front. Le soldat au front aujourd'hui n'a aucun problème d'alimentation. Il y a ce qu'on appelle le repas au niveau du corps, le repas au niveau de la structure. Et c'est un repas qui est commun et qui est géré. Et en plus de l'alimentation quotidienne que nous offrons aux soldats, il y a ce qu'on appelle les rations de combat. C'est des mesures en fait qui sont prises pour pouvoir permettre à la troupe de s'alimenter au front. Et après cela, la troupe peut revenir au niveau de sa base pour pouvoir s'alimenter. Après, il y a la santé. La santé du personnel au front, c'est échelonné. Il y a la prise en charge individuelle, il y a le niveau de la compagnie et après ce niveau, il y a le niveau bataillon. Donc, quand on voit toute cette chaîne-là, on se rend compte que la prise en charge de santé du militaire au fond ne se limite pas au paracétamol, comme on a pu bien le dire dans la presse. Après avoir vanté le mérite des forces armées béninoises sur ce chantier depuis quelques années déjà, l'honorable Malik Gomina, en sa qualité de journaliste, s'est adressé à ses confrères en ces termes. Chers confrères, dans nos écrits, dans nos prises de parole, il faudrait que nous sachions souvent raison garder. À défaut de jeter des lauriers à nos forces de sécurité et de défense, il faut que nous évitons
de poser des actes qui agissent sur leur morale. Nous prevenions les moments où, malheureusement, on arrive à en perdre parmi eux, leur rendre hommage pour qu'ils sentent que le sacrifice qui est le leur, la nation le leur reconnaît. Le directeur de publication du journal La Fraternité, quant à lui, estime que le rôle primordial des médias dans la lutte contre la menace terroriste est de rechercher la bonne information. J'estime que notre rôle, nous qui sommes relayeurs de l'information, c'est d'abord avoir la bonne information. Et pour avoir cette bonne information, il faut forcément aller à la source de l'information, aller la chercher, donc se documenter, chercher, participer à des formations pour savoir exactement de quoi on parle. Parce que l'extrémisme, c'est partout hein, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons, c'est partout. C'est seulement la forme violente de l'extrémisme que nous constatons à travers les manifestations armées. Et quand on parvient à servir ça, il y a aussi un côté fondamental dont on ne parle pas beaucoup, c'est le jeu des acteurs. Donc quand on ne connaît pas forcément le jeu des acteurs, on se perd. Le porte-parole des forces armées béninoises a rassuré les professionnels des médias de la disponibilité des forces de défense et de sécurité à les accompagner afin qu'ils fournissent à la population des informations justes et fiables. En parlant du terrorisme en marge de la conférence de presse organisée ce mardi par le cadre de concertation des partis d'opposition sur le niveau d'avancement par rapport à l'audit du fichier électoral, le coordonnateur Eugène Azatassou s'est exprimé sur l'interdiction d'une manifestation d'hommage aux soldats tombés lors de l'attaque djihadiste au Point Triple. Les militaires sont partis se faire massacrer en défense au territoire national. Des gens ont dit qu'ils veulent leur rendre hommage à la bourse du travail. Bon, ceux qui ont voulu marcher, on les a déjà massacrés, on les a matraqués, on en a attrapé dedans. Bon, mais ceux qui disent je vais rendre hommage à ce n'est pas des traîtres qu'on a massacrés au triple point là, hein. Ce n'est pas des traîtres, c'est des patriotes, des soldats qui se sont dévoués pour la nation et qui ont perdu leur vie. On dit qu'on veut leur rendre hommage. Et puis, la police bloque la bourse du travail. Hein. Bon, je ne parle plus des interdictions de manifestations, des interdictions de sites, des interdictions de marches qui sont faites à tous les partis, notamment à LD et un peu partout. Ça là, vous le savez. Donc, au moins, le sentiment, le fait de se faire honte, d'avoir perdu de cette fils-là, ça devrait permettre d'être plus regardant et de permettre au moins ces manifestations-là, de permettre au moins ce meeting-là, cet hommage-là à la bourse du travail. On peut encadrer. Est-ce que les travailleurs vont bondir sur les murs de la bourse du travail pour aller marcher, pour aller faire d'autres choses? Non. Mais au moins on peut assister, on peut encadrer. Mais non, on refuse. On ferme la porte. Actualité en dehors du Bénin au Mali, les partis politiques s'impatientent de la longueur de la transition. Plusieurs d'entre eux réclament la présentation d'un calendrier électoral avant le 31 mars, qu'on fixe une date d'élection et le retour des civils au pouvoir. Les détails, c'est avec nos confrères de TV5 Monde Afrique. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. Le discours à la nation du 31 décembre dernier était attendu. Mais le général Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir au Mali, n'a pas dit un mot sur d'éventuelles élections, voire un programme de transition après le putsch d'août 2020, voilà déjà 4 ans et demi. D'où la réaction de plusieurs partis politiques d'opposition. Dans une déclaration commune, ils réclament un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'ils ont en réalité la volonté d'aller aux élections ? Et là se pose vraiment le problème. Est-ce que nous allons vers une confiscation du pouvoir ou nous allons vers un retour à l'ordre constitutionnel?
Parmi les signataires, des poids lourds de la vie politique malienne, comme le parti Yelema de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, mais aussi l'ADEMA, PASJ, le PARENA et encore le mouvement M5 RFP dont est issu Choguel Maïga, Premier ministre du gouvernement de transition pendant 3 ans à partir de juin 2021. Il a été démis de ses fonctions en novembre dernier. Les partis demandent un calendrier électoral d'ici au 31 mars. Nous demandons simplement aux autorités de la transition de quand même tout faire pour vraiment que les partis politiques reviennent au cœur de la démocratie. Mais au Mali, les partis politiques marchent sur une corde raide. Le pouvoir à Bamako a déjà suspendu leurs activités pendant 3 mois en 2024. République démocratique du Congo, l'armée tente de contenir la progression du M23 vers la ville de Goma, en particulier à Saké, un des verrous pour accéder à la capitale de la province du Nord Kivu, à Goma. L'inquiétude grandit au fil des jours. Le silence d'une salle de classe désertée. Les écoles n'ont pas rouvert leurs portes ce vendredi à Goma, la capitale du Nord Kivu, face aux menaces qui planent. Solange Kaindo garde donc ses 4 enfants sans aucune visibilité sur la suite. Hier, j'ai juste constaté que les enfants sont rentrés plus tôt que prévu de l'école. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que les autorités scolaires leur avaient demandé de rentrer car la situation sécuritaire n'était pas bonne en ville. J'ai essayé de les renvoyer à l'école ce matin, mais leurs enseignants leur ont dit de rester à la maison jusqu'à ce que les autorités compétentes communiquent. Goma, son million d'habitants et son million ou plus de déplacés sont dans l'attente. La circulation est ralentie, certains magasins fermés. Des témoins assurent que des détonations se sont fait entendre ce vendredi jusque dans la ville. Des affrontements continuent d'avoir lieu sur plusieurs fronts tout autour, et notamment à Saké, à 27 km au nord-ouest de là. Saké, dernier verrou sécuritaire avant Goma, où le groupe armé, le M23, est toujours présent ce vendredi après de violents combats la veille. L'armée congolaise n'a pas pénétré dans la localité. Jeudi, des pièces d'artillerie et des véhicules blindés ont quitté Goma en direction de Saké. Ce vendredi, ce sont des hélicoptères de combat qui ont été déployés, selon des témoins cités par l'agence France-Presse. Le président Félix Tshisekedi est rentré en urgence de Davos en Suisse à Kinshasa jeudi soir pour présider un conseil de défense vendredi. À l'issue de cette réunion de 3 heures, les autorités ont confirmé le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. De son côté, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, a déclaré vendredi que les casques bleus sont engagés dans des combats intenses contre le M23. La société civile et notamment le mouvement citoyen La Lucha se préparent à toute éventualité. Si Goma tombait, nous appelons toujours la population à la résistance. Ça ne sert à rien de fuir pour aller devenir esclave là où on va. Donc s'ils arrivaient à Goma, résistons à Goma, qu'on puisse en découdre une fois pour toutes. Les États-Unis ainsi que la France et le Royaume-Uni ont appelé leurs ressortissants à quitter la ville de Goma. La RDC a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aucune date n'a été fixée pour le moment. Fin de ce journal, merci pour l'attention. Bonsoir chez vous.